Je suis Julius Rufin Guadibaba, je suis rapporteur général de l'ANE et en même temps porte-parole de cette institution. Et donc à ce titre, j'avais animé un point de presse pour faire l'état des lieux, n'est-ce pas, des préparatifs des prochaines échéances électorales. Ce point de presse était nécessaire parce que nous sommes arrivés à une période où la question électorale commençait à devenir une préoccupation de tout le monde. Et comme c'était devenu un sujet de préoccupation, et des informations qui n'étaient pas toujours correctes ont commencé à circuler et qui étaient de nature à induire en erreur l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est pour cela que l'autorité nationale des élections a estimé nécessaire d'intervenir tout de suite, de rentrer dans le débat public pour donner les bonnes informations. Et à l'occasion de ce point de presse, donc, au nom de l'autorité nationale des élections, j'ai présenté, n'est-ce pas, tous les outils que l'ANE a apprêtés en vue de l'organisation de ces prochaines élections présidentielles et législatives et municipales, je précise. L'ANE a préparé les outils pour toutes les élections prévues dans les lois de notre pays, notamment par la Constitution du 30 mars 2016, qui prévoit non seulement les générales, lorsque les mandats des autorités actuelles arriveront à échéance, mais aussi des élections municipales qui vont déboucher sur des régionales et des sénatoriales. Eh bien, vous savez, dans une organisation, une importante organisation comme celle d'élection, il faut un travail de conception à l'avance, de planification. Et l'autorité nationale des élections n'a pas attendu. J'ouvre une parenthèse en disant que c'est tout l'intérêt pour le pays, la RCA, d'avoir mis en place un organe qui est périn, un organe permanent pour organiser les élections. Ce qui a fait que aussitôt les élections de 2015-2016 terminées, après les évaluations, le stockage du matériel, l'archivage des documents, l'ANE s'est aussitôt remis au travail pour réformer le cadre juridique d'abord, parce que le processus passé a révélé un certain nombre de points d'insuffisance, de quelques points de faiblesse qui se sont ressortis lors de l'atelier d'évaluation et assortis de recommandations. Et donc l'ANE s'est attelée, pas toute seule, avec le gouvernement, avec les parties prenantes nationales, à savoir partis politiques, organisations de la société civile, à faire un projet de réforme du cadre juridique. Ce projet a bien évolué, est passé devant l'Assemblée une première fois, traduit devant la Cour constitutionnelle en contrôle de conformité. La Cour constitutionnelle a relevé un certain nombre de problèmes, je le dis, un certain nombre de problèmes, et aujourd'hui cette loi repart devant l'Assemblée pour être réexaminée. C'est le premier point. Les élections, vous savez, c'est vraiment encadré par la loi. Donc le cadre juridique est le premier outil de préparation et d'organisation des élections. Ensuite, il y a des outils opérationnels. Et ces outils opérationnels, j'ai cité un plan stratégique que l'ANE avait élaboré, un budget, un plan d'action et un chronogramme, c'est-à-dire un calendrier qui va permettre comment se déroulent ces opérations. Donc voilà tous ces outils qui sont prêts et aujourd'hui qui attendent d'être mis en œuvre. Et vous vous en doutez bien, la mise en œuvre nécessite la disponibilité des ressources, tant humaines, matérielles que financières. Mais à la base, l'ANE étant déjà une institution assez rodée, avec du personnel, avec quelques partenaires qui sont déjà, n'est-ce pas, assez outillés en matière de gestion électorale. Et donc, aujourd'hui, les moyens ou bien le besoin le plus pressant, ce sont les ressources financières. Et donc voilà un peu cette situation, mais de façon ramassée, cette situation qui a fait l'objet du point de presse que l'ANE a animé par ma voix, donc le 19 juin de cette année. Je voudrais tout de suite, avant de répondre à cette question, rassurer les forces vives, ce qu'on appelle les forces vives, mais comme dans nos jargons habituels, les parties prenantes ou les acteurs d'un processus électoral, c'est que l'autorité nationale des élections, dans sa tradition même,
ne travaille jamais en dehors de toute concertation. Je vous ai dit tout à l'heure que pour la réforme du cadre juridique, non seulement le travail préparatoire qui a été fait a été réalisé en collaboration avec toutes ces parties prenantes, les partis politiques, les organisations de la société civile, les pouvoirs publics. Donc, l'ANE ne saurait travailler sans la participation de ces acteurs-là. Maintenant, en ce qui concerne le calendrier dont on parle, moi je n'ai pas parlé de calendrier en tant que tel, mais je parle du chronogramme des opérations électorales. Écoutez, je vous ai dit que les documents que j'ai cités, à savoir le plan stratégique, le chronogramme, le budget, ce sont des outils techniques. Ce sont des outils techniques, je voudrais être précis là-dessus. Avant de revenir sur ce qu'on appelle le chronogramme ou alors le calendrier, je veux parler du budget. Je prends l'exemple du budget. Comment on élabore un budget des élections? Eh bien, le budget des élections, pour l'élaborer, nous nous basons sur le matériel que nous avons déjà, l'état de ce matériel, qu'est-ce qui est utilisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels seront les besoins, n'est-ce pas? Et nous nous projetons sur le nombre probable des prochains électeurs. Nous aurons à peu près combien d'électeurs pour les élections de 2020-2021 et autant d'électeurs, ça nécessite combien de bureaux de vote? Et autant de bureaux de vote, ça nécessite quel type de matériel? Et pour l'enregistrement de ces électeurs, pour le déploiement de ce matériel sur le terrain, voilà des éléments que nous réunissons et nous projetons aussi sur le coût, n'est-ce pas, du matériel sur le marché aujourd'hui qui fluctue, qui des fois augmente, des fois baisse. Nous faisons des évaluations et ça nous permet, en tant que techniciens, avec tous ces éléments techniques, nous élaborons un budget. Un budget, c'est une prévision. Et donc, autant nous le faisons pour un budget, autant nous le faisons pour un chronogramme des opérations. Le chronogramme des opérations est un outil technique d'abord. Pourquoi? Parce que le chronogramme est basé sur des délais légaux prévus par la loi. Les lois de notre pays, à commencer par la Constitution, fixent la durée du mandat du chef de l'État et des députés à l'Assemblée nationale. Et même de toutes les autres autorités qui adviendraient à être élues. Le code électoral précise donc ces dispositions en fixant des délais dans lesquels l'ANE doit poser tel ou tel acte, la Cour constitutionnelle doit examiner tel ou tel dossier, le corps électoral doit être convoqué pendant une telle durée avant le scrutin, le découpage électoral doit être fait pendant telle période. Donc ce sont des délais qui sont enfermés dans la loi. Et en fonction de ces délais, les techniciens que nous sommes, nous avons donc élaboré ce chronogramme en disant si nous devons respecter les dispositions de la Constitution concernant le mandat du chef de l'État, il faut organiser telle opération pendant telle durée et dans telle période et il faut j'allais dire un deadline, passez-moi l'anglicisme, mais il faut mettre un terme à telle période. Ce sont des éléments techniques que nous avons mis dans ce travail-là pour en sortir un chronogramme. Mais je voudrais dire que ce chronogramme ne date pas d'aujourd'hui. L'ANE a fait un point de presse le 19 juin, mais ce chronogramme a été élaboré depuis l'année 2018. Je vous l'ai dit, depuis le début de l'année 2018, a été largement partagé aux autorités nationales d'abord, qui sont les premiers destinataires de tous les documents. Je l'avais dit dans mes propos que l'organisation des élections est une question de souveraineté. Même si aujourd'hui l'état de la RCA est tel que nous attendons l'appui des partenaires, mais nous devons garder à l'esprit que l'organisation des élections est d'abord une question de souveraineté. Donc tous ces documents, quand ils ont été élaborés, les premiers destinataires ont été les autorités de la République centrafricaine. Ensuite, maintenant, nous sommes allés, nous avons envoyé ces documents à tous les acteurs du processus électoral et ainsi qu'aux partenaires. Donc ce chronogramme, ces budgets, ces plans d'action ont circulé depuis plus d'1 an que l'ANE a distribué pour attirer l'attention de tout un chacun sur la nécessité de démarrer les préparatifs des élections à temps, de sorte à ne pas courir le risque de retard et de glissement sur les opérations électorales.
D'abord, je voudrais préciser, j'avais présenté le budget sous plusieurs scénarios que l'ANE a élaborés. Nous nous sommes dit, si nous devons organiser des élections générales, à savoir les élections présidentielles et législatives seulement, voilà ce que ça va coûter. Ce ne sont pas 24, ce serait 21 milliards. Environ 21 milliards. Si nous devons organiser les élections présidentielles, législatives et municipales en même temps, eh bien, ça sera alors environ 24 milliards. Si nous devons organiser les élections municipales à part, ce sera alors dans l'ordre de 15 milliards. Donc voilà les différents scénarios que l'ANE a déclinés dans, comme je l'ai dit encore, dans sa planification, dans la conception qu'elle a faite préalablement, n'est-ce pas, au déroulement des opérations. Maintenant, vous dites comment nous allons les avoir. Je vous ai dit que l'organisation des élections, c'est d'abord une question de souveraineté. Quand l'ANE a préparé ses outils, eh bien, elle les a soumis aux autorités nationales. Et ces autorités nationales, c'est leur rôle d'abord, en premier lieu, de dire voilà ce que nous allons faire, ce que dans l'état du pays, voilà ce que nous pouvons mettre à la disposition de l'ANE. Mais pas seulement de l'ANE, des acteurs du processus, qui ne sont pas que l'ANE, n'est-ce pas, pour organiser les élections, et le gouvernement qui est en partenariat avec l'extérieur, avec les partenaires techniques et financiers, saura mobiliser les ressources pour mettre à la disposition de l'ANE, n'est-ce pas, pour faire ce travail. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas à l'ANE, ni à moi qui suis porte-parole de l'ANE de dire nous allons trouver cet argent ici ou là. Non, il est de notre rôle aussi, la loi le prévoit, si vous lisez le code électoral, l'ANE a la possibilité, n'est-ce pas, de mobiliser des ressources auprès des partenaires. C'est dans ce sens-là que notre institution fait ce qu'on appelle le plaidoyer. Le gouvernement fait le plaidoyer, mais nous aussi, nous sommes autorisés par la loi à faire le plaidoyer. C'est à ce titre que nous avons organisé ici, déjà à Bangui, le 5 avril, une journée d'échange et d'information à tous les partenaires financiers, à savoir les organisations internationales qui sont accréditées auprès de la RCA, mais les représentations diplomatiques. Et elles étaient nombreuses ce jour-là, le 5 avril, pour écouter ce que l'ANE avait à dire, et ces représentations, ces partenaires ont manifesté une très bonne volonté pour accompagner, non pas l'ANE seulement, mais la République centrafricaine, à savoir son gouvernement, sa population et ses institutions, dont l'ANE a accompagné donc ce pays à organiser des élections. Je voudrais apporter ces précisions parce que, une certaine presse parle de l'autorité nationale des élections veut 24 milliards. 24 milliards pour l'ANE, ce n'est pas 24 milliards pour l'ANE. C'est de l'argent qui sera donné à la République centrafricaine pour organiser ces échéances électorales. Les échéances électorales étant l'occasion pour le peuple centrafricain de choisir ses dirigeants. Nous ne pouvons que nous inquiéter de la situation. Mais vous savez, en 2015-2016, la situation, je vais dire, était aussi préoccupante à l'intérieur du pays et même à Bangui. Mais bon, nous avons pu, avec la volonté de tous les acteurs, j'insiste sur cette question, l'ANE ne pourra réussir l'organisation des élections que si chaque Centrafricain, à quelque niveau qu'il soit, n'est-ce pas, ait la volonté d'aller aux élections. C'est très important. Donc, l'ANE avait réussi l'organisation des élections avec la bonne volonté de tout le monde. Et nous comptons aujourd'hui sur cette bonne volonté. Ceci dit, je ne vais pas vous retourner une question, mais je m'interroge à entendre parler un certain nombre de nos compatriotes. Est-ce que nous devrions nous croiser les bras, rester sur place et attendre que le pays soit pacifié, sécurisé en entier avant de lancer les opérations électorales? À ce moment, vous comprendrez que nous n'organiserons pas des élections dans le délai, n'est-ce pas? Dans le délai. Donc, ça veut dire que les responsabilités étant bien partagées dans le pays, le gouvernement, c'est le rôle du gouvernement, avec l'appui des partenaires qui sont à nos côtés, de chercher à pacifier le pays et à sécuriser les populations et les villes. Ce que le gouvernement est en train de faire. Alors, l'autorité nationale des élections, son rôle aussi que la loi
la loi, c'est l'émanation de la population. Le rôle aussi que la loi lui attribue, c'est de préparer et d'organiser les élections. Et elle doit le faire. Parce que les élections ne se préparent pas en un jour, ni en un mois, ni en 2 mois, ni en un an. Ça se prépare sur une longue durée. Et si aujourd'hui, l'autorité nationale des élections ne démarre pas l'opération de cartographie électorale, si elle ne commence pas à préparer le fichier électoral, c'est-à-dire l'enregistrement des électeurs, la confection des cartes d'électeurs, parce que le fichier électoral est la base même, le fondement même de toute élection. Si elle ne le commence pas aujourd'hui, ce n'est pas une opération qui se fait en 2 semaines. Donc nous ne pouvons pas attendre et prétendre que, parce qu'il y a de l'insécurité dans le pays, nous ne pouvons pas nous mettre au travail. Et moi je pense, ça c'est peut-être une observation que je dois faire, je pense que chacun dans ce pays devrait s'atteler à sa tâche, à la tâche que la loi lui confie, nonobstant cette situation. Parce que sinon, si nous devons croiser les bras et attendre, mais nous ne ferons jamais rien.